Bonjour à tous, bonjour Evelyne. Bonjour. On avait déjà fait une émission sur la théorie de l'évolution. Ouais. On va encore continuer à parler de l'évolution. On avait déjà fait une émission dans laquelle on avait parlé du rapport entre la théorie de l'évolution et le concept de Dieu, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue théologique, et plus particulièrement par rapport à la foi chrétienne, à la religion chrétienne. À l'époque, c'était en plein milieu du confinement, et on parlait depuis webcam interposée. Entre-temps, j'ai fait 2 émissions encore sur le naturalisme méthodologique, c'est-à-dire le fait que la science doit éviter les hypothèses surnaturalistes, donc éviter d'invoquer Dieu pour expliquer un phénomène. Et maintenant, dans cette émission, on va encore continuer à parler de la théorie de l'évolution, mais on va s'intéresser non plus au rapport entre Dieu et la théorie de l'évolution, mais plutôt à la théorie de l'évolution en elle-même en tant que théorie scientifique. Est-ce qu'elle est crédible ? Et on va se poser cette question dans ce studio de Radio Arc-en-Ciel, puisque si vous ne le saviez pas, l'émission Le Dieu de la Philo est produite par Radio Arc-en-Ciel. Donc ensemble, on va se poser la question, est-ce que la théorie de l'évolution est scientifiquement crédible? Pourquoi on se pose cette question? Eh bien parce qu'il y a certains mouvements, comme par exemple les créationnistes, les partisans de l'intelligent design, qui contestent la théorie de l'évolution parce que celle-ci aurait des difficultés scientifiques, il y a des arguments scientifiques contre la théorie de l'évolution, il y a des arguments méthodologiques contre la théorie de l'évolution. Ils essayent de proposer des alternatives scientifiques à la théorie de l'évolution. Donc, est-ce que, oui ou non, cette théorie de l'évolution est en crise? Est-ce que la contestation est crédible? Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on peut aujourd'hui admettre la théorie de l'évolution pour vraie? Ou est-ce que les critiques sont suffisamment avancée et crédible. Et on va commencer d'abord. Ouais, et justement, je pense qu'il y a pas mal d'objections aussi qui sont dues au fait qu'ils ont l'impression que c'est en contradiction avec leur foi, et du coup ils essayent de trouver tout ce qu'ils peuvent pour justement être confortés dans leur foi. Et on a vu lors de la précédente émission ensemble qu'il n'y avait pas de soucis et qu'il n'y avait pas justement de conflit à cause de ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut déjà désamorcer un petit peu cette espèce de pression de vouloir trouver quelque chose. D'ailleurs, on ouvre une petite parenthèse là, mais pour la petite histoire, j'ai eu un contact avec un créationniste. Lui, son problème, ce n'était pas sa foi, puisqu'il était athée. Et c'est une réflexion sur la théorie de l'évolution qui l'a amené à rejeter la théorie de l'évolution et à finalement se convertir au christianisme. Donc il a eu la démarche inverse. Ouais, okay. Comme quoi, tous les chemins ne sont pas identiques et on peut avoir différentes motivations pour accepter ou rejeter une théorie quelconque. On va commencer peut-être par définir la théorie de l'évolution pour éviter de parler sans savoir de quoi on parle. On avait déjà proposé de façon très préliminaire une petite définition, mais là, on va te laisser un peu plus de temps pour que tu essayes de nous expliquer qu'est-ce que la théorie de l'évolution et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Oui. Donc aujourd'hui, je n'ai pas ramené ma blouse, puisque je n'aurai que ma blouse de scientifique du début à la fin, on va dire. Et pour moi, ça va être un exercice assez difficile, parce que je suis prof de SVT, de sciences de la vie et de la Terre. Mais quand je fais cours, déjà j'ai des élèves, et là vous êtes tous là, c'est formidable, mais surtout il y a du visuel, on a du temps, etc. Là on va essayer de faire un truc court, parce que vous n'avez pas 15 heures devant votre ordi non plus. Donc je vais essayer du coup de m'adapter pour être la plus concise et précise possible, même s'il faut bien voir que parfois, avec un peu plus de temps, on pourrait mieux comprendre. Ceci étant dit, la théorie de l'évolution, qu'est-ce que c'est ? Vous avez tous entendu parler de Darwin, qui a fait un tour au 19e siècle dans ces îles Galapagos et qui a étudié les pinsons. Et en fait, il fait le constat suivant, c'est que les organismes varient, et ça, on le voit, on n'a pas tout à fait la même tête, même si nous avons chacun des mêmes caractéristiques. On le voit au sein de notre espèce humaine, et on le voit au niveau de la biodiversité. Et on se rend compte que ces variations sont héritables. On ressemble en partie à nos parents, etc. Et surtout, ces variations peuvent être sélectionnées par l'homme, puisque c'est ce qu'on fait par exemple en horticulture depuis la nuit des temps. On sélectionne les plantes entre elles pour qu'on puisse obtenir des descendants avec les caractéristiques qui nous intéressent. Donc ça c'est connu, ça se fait en horticulture notamment. Et Duchesne disait justement, est-ce que la nature n'aurait pas fait dans le passé ce que nous avons fait pour les plantes ? Donc ce constat, c'est qu'il y a des variations, ces variations sont héritables et que les êtres vivants ont une aptitude au surpeuplement. S'ils n'ont pas de prédateurs, s'ils n'ont pas de pression autour d'eux, ils pullulent. On peut le voir par exemple avec certaines espèces que les êtres humains ont introduites dans un autre
en milieu de vie que d'habitude et ces espèces pullulent ou meurent. Or, en milieu naturel non perturbé par l'homme, on voit qu'il y a une biodiversité formidable et élevée. Donc s'il y a une aptitude au surpeuplement, c'est bien qu'il y a quelque chose qui régule, qui fait qu'il n'y a pas un surpeuplement de tous. Il y a forcément un facteur sélectif qui se trouve au niveau du milieu de vie. Et c'est ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. Et on va expliquer le mécanisme un peu plus tard. Et Darwin, du coup, a élaboré sa théorie sans connaître ce qu'était l'ADN. Maintenant, on le sait depuis. On sait que l'ADN, c'est une formidable macromolécule qui est présente dans chacune de nos cellules et que, Alexis, toi et moi, nous sommes formés de milliards de cellules. Dans chacune de ces cellules, il y a une bibliothèque d'informations qui s'appelle l'ADN et que sur cet ADN, il y a des informations qui sont héritables. Et en fait, on sait maintenant qu'il y a des mutations de l'ADN. Alors souvent, quand on pense mutation, on pense des mutations délétères, genre les mutations dues aux UV ou des choses comme ça. Mais il faut bien savoir que des mutations d'ADN, il y en a tout le temps, il y en a partout. Parce que dès qu'une cellule se divise en deux, vous avez l'ADN qui est recopié, on va dire. Et fatalement, sur des milliards d'informations, il y a toujours des petites erreurs de copie notamment. Et donc, il y a tout le temps des mutations. Certains ont un impact, d'autres pas. Et quand on a une mutation de l'ADN, on obtient une nouvelle version d'un gène qu'on appelle un allèle. Voilà. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'ADN? C'est parce que ça permet de comprendre le mécanisme en fait, de la théorie de l'évolution. Et pour ça, si vous le voulez bien, on va s'imaginer, pour comprendre le mécanisme, un petit bonhomme qui vit dans son environnement, un petit être vivant, un petit animal, on va dire. Un petit bonhomme rouge qui, parmi ses enfants, a que des petits bonhommes rouges qui ont un peu des formes différentes et qui a un prédateur. Et parmi ceux de ses enfants qui sont les plus visibles dans la nature, le prédateur arrivera mieux à les bouffer. Et donc parmi ceux de ses enfants qui sont un peu moins visibles, parce que tous les enfants dans une fratrie sont un peu différents, bah, il se fera moins bouffer. C'est du coup très pragmatique. C'est que quand on est bouffé, on est mort et on ne peut plus faire de petits. Enfin, voilà. Donc le principe de l'évolution, c'est que ceux qui sont le plus, dans l'occurrence camouflés, ceux qui sont le plus adaptés à leur environnement, vont pouvoir grandir et faire des petits qui leur ressemblent, alors que ceux qui sont le moins adaptés à leur environnement vont mourir avant et n'auront pas le temps de faire des petits. Et du coup, c'est juste un modèle pour pouvoir comprendre de façon simple que l'évolution, c'est simplement le fait que au fil des générations, ceux qui sont adaptés vont survivre et se reproduire et les autres vont mourir. Donc ça, c'est juste assez simple à comprendre. Donc il y a ceux qui sont adaptés à leur milieu, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire que ceux qui font des petits, c'est ceux qui sont le plus choisis par les femelles. Typiquement, vous voyez les cerfs avec voilà, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle, qui fait partie de la sélection naturelle. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire que parfois, il y a des mutations qui se retrouvent dans les générations suivantes, un peu de façon aléatoire, un peu par hasard. On appelle ça la dérive génétique, c'est comme un bateau qui dérive, c'est une fois comme ça. Bon. Donc il n'y a pas que la sélection naturelle, il y a aussi certaines mutations qui ne prêtent pas, qui ne sont pas ni avantageuses ni désavantageuses. Par exemple, chez les êtres humains, les cheveux bouclés ou raides, je ne pense pas que ça ait un impact sur la sélection sexuelle. Donc voilà, c'est simplement de la dérive génétique. Et du coup, vous avez des individus qui varient, une sélection, et du coup, une évolution de la population. Ça, je pense que c'est assez simple à comprendre et que ça pose de problème à personne. Ce qui pose problème en général, c'est l'histoire de se dire « vous êtes bien gentil avec votre évolution, on voit bien que chez les chats, il y a différents chats, donc voilà, mais des chats, ça donne pas des chiens. Donc comment est-ce que vous allez nous expliquer qu'on ait autant d'espèces avec une supposée évolution depuis un être vivant unique ?» Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu obstacle, mais pour ça, il faut bien se représenter les choses de la façon suivante. C'est que au sein d'une même génération, vous avez des êtres vivants différents, on va représenter chacun par un petit rond, par une petite boule, qui se croisent entre eux, et à la génération suivante, on aura encore ces caractères qui se retrouvent. Si maintenant vous avez deux populations qui se retrouvent séparées, chacune d'entre elles va évoluer de son côté, et par sélection naturelle et par dérive génétique, et certaines populations se retrouveront séparées,
Et quand elles se rencontreront à nouveau, elles auront tellement changé qu'elles ne pourront plus se reproduire ensemble. L'explication de la séparation géographique des populations est le seul type d'explication ou il y en a d'autres? Alors non, il y a par exemple la séparation géographique dont tu parles, c'est celle qui est la plus aisée à comprendre. C'est ce que Darwin en fait a étudié avec ses fameux pinsons des îles Galapagos. Mais il y a d'autres exemples. Il y a par exemple l'écureuil antilope. Vous avez 2 petites espèces d'écureuils antilope qui se ressemblent, qui sont trop choux, et qui sont séparés par un grand canyon. Et on se rend compte en labo qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. Pourtant, ils ont vraiment énormément de caractéristiques communes. Et si on essaye de dater, d'après la théorie de l'évolution, la séparation entre ces 2 espèces, on arrive à peu près à la date de formation du canyon, il y a 2 millions d'années à peu près. Du coup, ça tient quand même bien la route de se dire que cet isolement géographique a permis ce qu'on appelle une spéciation, c'est-à-dire une séparation en 2 espèces différentes. Donc tu as parlé de séparation géographique, mais il y a aussi effectivement un isolement reproducteur. On voit chez certains poissons, par exemple le doré jaune et le doré noir, ils vivent dans le même milieu de vie, mais la période de reproduction n'est pas la même dans l'année. Et du coup, ils ne se reproduisent pas l'un avec l'autre, donc c'est simplement un isolement reproducteur, suite à des mutations qui ont eu un impact sur la période de reproduction. Donc c'est soit un isolement géographique, reproducteur, vous avez même parfois simplement des difficultés de communication entre le mâle et la femelle qui font qu'au sein de certaines espèces, ils ne reconnaissent plus le signal de je vais faire des petits avec toi. Et du coup, ils ont beau être au même endroit, ils ont beau se reproduire en même temps, il n'y a pas de communication entre le mâle et la femelle, et du coup, ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. On le voit avec certains papillons, notamment, qui émettent des phéromones. Et du coup, on voit que les populations n'émettent pas les mêmes phéromones, donc le signal n'est pas reçu. Donc c'est cet isolement géographique ou reproducteur qui fait qu'ils ne peuvent plus se reproduire entre eux. Et donc l'idée de la spéciation, c'est que ces populations se séparent et du coup deviennent de fait 2 espèces différentes, puisqu'on estime qu'une espèce, c'est les êtres vivants qui se ressemblent et qui peuvent faire des petits, qui pourront à leur tour faire des petits. Une descendance fertile. Donc c'est ça ce qu'on appelle une espèce. Donc en fait l'espèce c'est pas un truc, une idée qui existe depuis la nuit des temps, un chat sera comme ça, c'est simplement que l'être humain observe la formidable biodiversité qui nous entoure et se dit tiens, eux ils peuvent se reproduire ensemble, on va appeler ça une espèce. Et donc l'espèce c'est une construction humaine de faire une boîte où on dit tout cela on va les appeler chats. Mais en fait vous voyez bien que certes, il y a des chats, il y a des chiens, mais il y a une diversité exceptionnelle au sein d'une même famille qui font qu'il y a des espèces qui sont proches. Et ça, on le voit. Et plus on étudie la biodiversité, plus on se rend compte qu'il y a un nombre d'espèces absolument hallucinant. Et on découvre d'ailleurs de nouvelles espèces régulièrement au niveau des scientifiques. Donc ça permet de conforter cette théorie de l'évolution. C'est intéressant la façon dont tu essaies d'expliquer la théorie de l'évolution en évitant soigneusement jusqu'à maintenant la question des archives fossiles et en te limitant à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Malgré tout, le point fort de la théorie de l'évolution et qui pose problème, c'est l'idée qu'il y a quand même un ancêtre commun aux différentes espèces. Et là, je pense que sur cette question précisément, on est quand même obligé de faire appel aux archives fossiles parce qu'on pourrait toujours dire que oui, ok, il y a des variations dans des familles d'espèces. À la limite, on va parler de familles d'espèces alors pour élargir la question et pour satisfaire tous ceux qui s'accordent avec l'idée de micro-évolution, c'est-à-dire de petites variations au sein d'une espèce ou à la limite de spéciation légère, c'est-à-dire où 2 populations n'arrivent plus à se reproduire, mais malgré tout appartiennent à la même famille, ont des caractéristiques communes. Là où ça pose vraiment problème, c'est l'idée qu'il y a un ancêtre commun, que tout est issu. Et sur cette question-là, on n'a pas le choix, sauf à faire une méga extrapolation, que de faire que de faire appel aux archives fossiles. Et c'était d'ailleurs le point de départ un petit peu au niveau histoire des sciences de ces découvertes, puisque il y a plusieurs siècles, on pensait que les espèces étaient fixes, immuables, et en fait, le fait de découvrir des fossiles a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains fossiles dont on ne retrouve plus les êtres vivants aujourd'hui. Alors typiquement les dinosaures, puisque dans l'imaginaire collectif c'est très important, mais il y a plein d'espèces qui ont disparu, typiquement les trilobites qu'on utilise beaucoup, et les ammonites qu'on voit évoluer. Et donc le registre fossile nous apprend plein de choses, et a appris aux scientifiques des siècles passés que mince, il y a quand même
une évolution apparente, en tout cas un changement apparent de biodiversité. Et donc autrefois, scientifiquement parlant, c'était expliqué par des catastrophes naturelles qui auraient décimé une partie des êtres vivants actuels, des êtres vivants d'alors, etc. Et c'est pour ça qu'on pouvait voir différents fossiles. Mais les idées, dès le 19e siècle, ont commencé à changer par plein de scientifiques. Hein. Je vous ai parlé de Darwin parce que c'est le plus connu, mais il y a eu plein de scientifiques qui ont émis ces idées. Il y a eu ensuite Lamarck qui a justement commencé à construire une théorie de l'évolution, mais cette théorie a bien évolué depuis puisque c'est affiné au fur et à mesure. Et donc le lamarckisme est actuellement globalement abandonné parce que Lamarck pensait que le besoin crée l'organe et que donc c'était suite aux contraintes qu'une mutation apparaissait. Alors que plus tard, on s'est rendu compte, et ce qu'on sait à l'heure actuelle, mais ce sera peut-être remis en question plus tard, c'est que des mutations de l'ADN, il y en a tout le temps, et simplement, quand il s'avère que l'organisme est plus adapté, eh ben, il va survivre, les autres vont mourir. Donc il y a eu cette évolution aussi des idées. Donc ce n'est pas juste une théorie de l'évolution fixe depuis quelques siècles, ce sont vraiment des idées scientifiques qui s'affinent, et c'est le rôle de la science que de se poser des questions et de se remettre en question. Dès qu'on voit qu'une théorie ne tient plus la route, on l'affine, ou on la modifie, ou on l'abandonne, et c'est comme ça que la science fonctionne, et tant mieux. D'ailleurs, parmi les évolutions de la théorie de l'évolution, donc on a dit, historiquement, il y a la différence entre Lamarck qui propose une explication finaliste, la girafe veut manger des feuilles qui sont plus hautes, du coup son cou s'allonge, et puis il y a l'explication mécaniste de Darwin qui dit que ce sont simplement des mutations lors de la reproduction des caractères donc innés qui sont hérités de génération en génération. Donc une explication plus mécaniste, sans faire appel à une intention ou à une finalité. Mais depuis, il y a eu les évolutions par rapport au progrès de nos connaissances par rapport à l'ADN. C'est quoi les évolutions récentes de la théorie de l'évolution? Donc on a parlé de Lamarck, Darwin, 19e siècle. Après ça, il y a Mendel, un prêtre très connu qui a justement étudié la génétique, et ses études ont permis de faire avancer les connaissances sur la génétique, et ensuite la découverte de l'ADN. Et en fait, du coup, ça a donné ce qu'on appelle le néo-darwinisme, c'est-à-dire les idées de Darwin, mais avec des petites mutations de l'ADN, et surtout des variations de fréquence. Ça, je l'expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Donc le néo-darwinisme, c'est Darwin plus l'ADN. Ouais, en gros, si on caricature, c'est ça. Voilà. Et on s'est rendu compte, justement, ça va répondre à ta question sur les ancêtres communs. À l'époque, on cherchait les fossiles qui pouvaient être les chaînons manquants. Parce qu'on se disait, si les fossiles, on voit que certains ressemblent à des espèces actuelles, donc on va peut-être pouvoir trouver dans les fossiles tous nos ancêtres. Et en général, c'est d'ailleurs quelque chose qui repousse les gens loin de la théorie de l'évolution, parce qu'ils disent c'est bidon, on ne trouve pas d'ancêtres communs pour plein de trucs, donc votre théorie ne tient pas la route. Mais le problème, c'est que des fossiles, quand est-ce qu'on en trouve? Des fossiles, on en trouve quand les êtres vivants ont été conservés de façon hyper conservée, et échappent à la décomposition de tous. Donc les fossiles, c'est hyper rare. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience du fait que... On a, je crois avoir entendu dire, 10%, on estime à 10% des espèces, le nombre d'espèces qu'on a pu retrouver par fossilisation, parce que le problème est que la fossilisation en elle-même requiert certaines conditions physiques qui sont rarement acquises, et de telle sorte qu'il y a en fait finalement assez peu de fossilisation. Et donc le film du passé que nous avons ne repose que sur quelques vignettes. On n'a pas l'intégralité du film. Et donc, à partir de ces quelques vignettes dont nous disposons, on essaye par extrapolation de faire le lien, l'histoire, mais on ne dispose que de petits bouts de l'histoire et non pas d'une histoire complète. Donc, c'est normal que, parce que la fossilisation est un processus qui est rare et complexe, c'est normal que nous ayons des archives fossiles qui soient trouées. C'est ça. Et du coup, les scientifiques n'essayent plus du tout de retrouver qui est l'ancêtre de qui, parce que de toute façon, même théoriquement, ça ne tiendrait pas la route. Qu'est-ce qui nous prouve que ce fossile est l'ancêtre d'un autre? On n'en sait rien. Peut-être que ce fossile n'a pas eu de descendance, etc. On peut simplement voir, grâce au fossile, que la biodiversité évolue
et qu'on a certains êtres vivants qui ont des caractéristiques communes. Mais on ne peut pas dire l'archéoptérix est l'ancêtre d'eux. Donc du coup, la science n'essaye plus du tout de voir qui descend de qui, mais de voir plutôt qui est le plus proche de qui. C'est ce qu'on disait un peu lors de la précédente émission. Il y en a beaucoup qui croient que l'évolution, c'est l'homme descend du singe. Mais aucun scientifique ne dit ça, parce que plus aucun scientifique actuellement ne cherche qui descend de qui. On cherche qui est plus proche de qui, c'est ce qu'on appelle la phylogénie. Mais on ne fait plus du tout de généalogie, parce que nos ancêtres, ils ont disparu, et il y en a peut-être un chouï qui s'est fossilisé, mais tous les autres se sont décomposés. Donc c'est ce qu'on fait actuellement, de la phylogénie. Et donc on classe les êtres vivants selon les caractéristiques qu'ils ont, mais on ne peut rien déduire sur les ancêtres communs. Mais parmi ces caractéristiques, il y a quand même l'ADN. Et j'ai lu qu'on pouvait avoir une corrélation entre la proximité de l'ADN et puis la date de spéciation entre différentes populations. C'est-à-dire qu'il y a un lien aussi entre ADN, qui est toujours présent et qu'on peut toujours constater du coup, et fossiles, dont parfois on a la chance de tomber dessus, bien souvent malheureusement ils sont disparus. Mais du coup il y a une corrélation entre les deux, et donc du coup on peut continuer le travail malgré l'absence de données dans les archives fossiles par la génétique. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais de mes petits écureuils antilopes, j'ai dit qu'on datait la séparation des deux populations à moins de 2 millions d'années. Comment on sait ça? C'est parce que c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. On observe l'ADN, qui est donc une suite de nucléotides qui forment un message codé avec les lettres A, T, G, C, qu'on appelle ATGC. Et en fait, quand on regarde ce message codé, on voit qu'il y a pour certains gènes plein d'accumulations de mutations au fil du temps. Alors vous allez me dire, c'est complètement bidon, je croyais que les mutations d'ADN, ça faisait qu'il y avait des sélections naturelles. Oui, pour certains aspects, mais pour certains gènes, il n'y a pas d'impact sur la survie, ou alors c'est des gènes non codants, c'est-à-dire qui ne vont pas donner d'informations génétiques codées. Et du coup, sur ces portions-là, on a une succession de ATGC qui forment un message codé chez toutes les espèces. Et en fait, quand on compare cet ADN chez ces différentes espèces, on peut retracer l'historique de la spéciation pour chacun d'eux. Si on prend, alors évidemment, ce n'est pas simpliste, mais on va regarder certains gènes bien choisis et ça permet de dater, de faire des arbres phylogénétiques pour dater les séparations entre espèces. Et donc, on voit une concordance entre ce qu'on observe au niveau de l'ADN et la théorie de l'évolution, c'est-à-dire cette construction mentale, et on voit que les deux concordent. C'est ce qui permet de dater la séparation de nos écureuils antilopes de moins de 2 millions d'années en faisant le séquençage de l'ADN et en observant la succession des lettres ATGC là-dedans. Et donc c'est ce principe d'horloge moléculaire justement qui a été découverte et qui conforte la théorie de l'évolution de la communauté scientifique actuelle. D'accord, donc en fait on a deux grands faisceaux d'arguments, on va dire, en faveur de la théorie de l'évolution. On a déjà le fait que l'on constate qu'il y a des variations via l'engendrement, enfin via les générations. Les différentes générations ont des variations dans leurs caractéristiques. On a la connaissance que nous avons de l'ADN qui nous permet de mieux comprendre ces variations-là. On a les archives fossiles et on a une concordance entre les archives fossiles et les correspondances dans l'ADN. Ce qui nous permet de savoir quand est-ce qu'il y a eu spéciation, par exemple, des espèces entre leur ADN commun et puis ce qu'on constate au niveau des archives fossiles. Donc on a à la fois, c'est vrai, c'est à la fois quelque chose qui est historique et en même temps c'est quelque chose qui est présent, parce que l'ADN il est présent actuellement. Et il y a d'autres indices aussi d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le moment de... Mais vas-y. Voilà. Il y a beaucoup d'autres indices en faveur de cette théorie, des indices de parenté, donc qui ne sont pas des preuves de parenté, mais quand même des indices. Tous les êtres vivants sont composés de cellules, une ou plusieurs. Tous les êtres vivants, qu'ils soient animaux, dont l'homme, végétaux, bactéries, champignons, etc. Tous sont composés de cellules. Dans toutes les cellules, on retrouve de l'ADN. Cet ADN a le même type de codage, le même langage codé en ATGC. Chez tous, on retrouve d'ailleurs, chez les espèces proches, on retrouve un plan d'organisation qui est identique, même si l'apparence est différente. Exemple, nous, les vertébrés. Les vertébrés, parce qu'on a des vertèbres. Chez tous les vertébrés, on retrouve ce qu'on appelle le membre chiridien, c'est-à-dire une succession avec un os, deux os, puis les phalanges et tout le bordel là, qui font la main. Bon. Chez une chauve-souris, qui est aussi un vertébré, vous allez me dire, on ne retrouve pas du tout la même chose, les chauves-souris ont des ailes. Tout
tout à fait. Mais si on regarde le squelette de chauve-souris, on retrouve cette alternance, un os, deux os, une flopée de petits os qui traînent là. On le retrouve chez tous les poissons, qui sont aussi des vertébrés. Vous allez dire, les poissons, ça a des nageoires. Si on regarde au niveau ossature pour les poissons osseux, on retrouve également ce membre chiridien. Donc, même si l'apparence est différente, on retrouve quand même au niveau de la structure ce même plan d'organisation. Donc, c'est quand même des indices qui sont assez intéressants et qui confortent cette théorie. Bon, après, un partisan de l'intelligent design pourrait toujours dire que c'est normal qu'il y ait une parenté de structure entre les différentes espèces s'il y a le même créateur derrière chacune des espèces. Il a repris le même schéma, tout simplement. Il ne s'est pas amusé à tout recréer de A à Z pour chacune des espèces. Et Dieu peut l'avoir fait, peut avoir recréé. Ça paraît moins élégant, mais... Après, le principe justement de la science actuelle, c'est qu'elle va prendre l'hypothèse la plus parcimonieuse, la plus cohérente, la plus simple, parce que c'est le plus probable. Ce n'est pas forcément que c'est ça, hein, mais c'est le plus probable. Mais il y a aussi d'autres preuves en faveur de la théorie de l'évolution, c'est que la théorie de l'évolution, ça ne concerne pas uniquement ce qui s'est passé autrefois, c'est aussi qu'on la voit. On la voit en labo, mais pas à notre échelle, parce qu'on la voit uniquement sur des individus dont le temps de génération est très court, qui se reproduisent très vite. Les bactéries, les virus, les champignons, etc. En labo, on peut voir que les bactéries évoluent, et de nos jours, elles évoluent même dans le sens souhaité par le chercheur, puisqu'on utilise les bactéries pour produire des protéines qui nous arrangent, typiquement produire de l'insuline. On utilise des bactéries pour ça en labo. Et donc, on peut l'observer en labo, mais on peut aussi l'observer dans la nature. Alors l'exemple de la phalène du bouleau qui a fait couler beaucoup d'encre était quand même assez flagrant. C'est un papillon, c'est ça hein? Oui, la phalène du bouleau, c'est un papillon. Et en fait, on voit évidemment dans la diversité qu'il y en a certains qui sont plus clairs, d'autres plus foncés, et qui vivent sur les bouleaux, les arbres. Et suite à la révolution industrielle, dans certaines régions, les arbres se sont retrouvés un peu plus pollués, donc plus sombres. Et on s'est rendu compte que dans les régions polluées, on retrouvait plutôt des papillons sombres, et dans les régions non polluées, plutôt des papillons clairs. Ce qui paraît assez logique, parce que quand on est très visible sur un tronc d'arbre, on a plus de chances, plus de risques de se faire bouffer. Et quand on est mort, on ne fait pas de petits. Du coup, fatalement, c'est ceux qui sont le plus ressemblants, camouflés, qui vont échapper à cette prédation. Donc ça, c'est des preuves... c'est classique, mais par exemple à Montpellier, on a vu aussi qu'il y a un insecticide qui est pulvérisé sur les moustiques, et certains moustiques sont résistants. Et quand on capture des populations de moustiques, on voit que les populations qui ont le gène résistant se trouvent dans la zone traitée, ce qui est logique, les autres sont morts. Et que plus on s'éloigne de cette zone, moins il y a ces moustiques qui sont présents. Donc on voit que ce n'est pas du tout au tout, c'est une histoire de proportion. Ce qui est assez facile à comprendre, hein. C'est-à-dire que parmi tous les moustiques qui vont se reproduire, c'est une question de fréquence. Certains auront cet allèle qui les rend résistants, d'autres pas. On va peut-être regarder aussi les objections contre la théorie de l'évolution, et notamment tout ce qui est de l'ordre des objections scientifiques, pour commencer. Il y en a un certain nombre. Notamment le fait que les chronologies ne seraient pas fiables. Et parmi les arguments selon lesquels les chronologies des archives fossiles ne seraient pas fiables, parce que tout repose en fait sur l'idée qu'on a du temps long, que sur ce temps long on constate qu'il y a certaines espèces au début relativement simples, complexification progressive, façon de parler encore, rapidement, de telle sorte qu'on peut supposer qu'effectivement il y a eu évolution. Mais si le temps est beaucoup plus court, évidemment, ça rend plus difficile l'argument selon lequel il faut du temps pour que l'évolution se produise. Parmi les arguments selon lesquels ces chronologies-là ne sont pas fiables, et donc l'ordre supposé n'est pas forcément fiable, ou le temps supposé n'est pas forcément fiable, il y a des arguments selon lesquels la datation de ces fossiles en question n'est pas fiable, parce que le carbone 14 en lui-même ne serait pas une méthode fiable pour pouvoir dater des fossiles. Et puis qui plus est, il repose sur l'idée que la nature est uniforme dans le temps, ce dont on n'est pas sûr. Et donc, si le carbone 14 n'est pas une méthode fiable, et si la nature n'est pas uniforme dans le temps, c'est tout le raisonnement qui s'effondre. Alors, il y a la datation au carbone 14 qui est la plus connue. Hein, donc, on prend les éléments radioactifs, on regarde le temps de désintégration. Mais il faut savoir que cette datation au carbone 14, elle est étalonnée grâce aux arbres. Ça paraît très bizarre, mais en fait, ils ont regardé, vous savez, les cernes dans les troncs d'arbres,
et ils ont cherché la correspondance entre les années qui s'écoulent et l'évolution de la quantité de carbone 14. Et donc ça permet d'échelonner, enfin d'étalonner plutôt notre carbone 14. Donc ça, c'est quand même, ça montre que ce n'est pas juste pris comme ça dans le temps, mais c'est que c'est vraiment étalonné grâce à cette dendrochronologie. Et ça ne marcherait que pour quelques milliers d'années, parce Tout qu'on à n'a fait. pas d'arbres qui datent de millions Exactement. d'années. Voilà. Mais le carbone 14 n'est pas utilisé pour toutes les datations. Il y a d'autres éléments chimiques qui sont utilisés pour faire des datations de différents temps. Donc on n'utilise pas que le carbone 14, qui ne serait valable que pour une certaine période, mais on utilise beaucoup d'éléments radioactifs autres. Rubidium, strontium, enfin voilà, plusieurs éléments. D'accord, donc il n'y a pas que le carbone 14, il y a d'autres méthodes, et celles-ci ensemble permettent de conforter, voilà, et ce qui est intéressant, c'est quand on les confronte en fait. D'accord. Un autre argument qui est avancé, c'est le fait que la datation soit circulaire, dans le sens où on va dater des fossiles selon la strate géologique dans laquelle ils sont, mais on date ces strates géologiques selon les fossiles qu'on trouve dedans. Donc il y a quelque chose d'un peu circulaire dans ce type de raisonnement. C'est-à-dire que les fossiles nous permettent de faire de la datation relative au niveau géologique, mais aussi la datation absolue, justement grâce à carbone 14 et tous les autres, qui permet de confronter les deux. Donc la datation absolue fait que ce n'est pas circulaire. Donc ça se complète. On peut aussi se poser la question si il y avait eu un grand déluge universel, argument qui est souvent avancé par les créationnistes. S'il y avait eu un déluge universel, peut-être que la face de la Terre aurait pu être complètement bouleversée, de telle sorte que les archives fossiles qu'on retrouve sont non fiables parce que un déluge universel ayant tout remué, si je puis dire. Que valent du coup les archives fossiles? S'il y avait un déluge universel une fois, ça pourrait expliquer à la limite les fossiles sur une certaine strate géologique, mais pas sur des millions d'années. Ou alors il faudrait qu'il y ait eu des millions de déluges. Donc il y a quand même différentes datations au niveau des fossiles, donc ça me semble compliqué. Sauf si les fossiles sont progressivement retombés, je ne sais pas. Ou... Le problème, c'est que pour qu'une couche se forme, une roche sédimentaire se forme, il faut que le sable, si on va caricaturer, mais voilà, le sable s'accumule, se compacte, devient de la roche. Donc la formation d'une roche sédimentaire, ça prend un paquet de temps. Donc on retrouve des fossiles au fur et à mesure. Un paquet de temps, on est de l'ordre de combien de temps? Des milliers d'années. Enfin, on peut dater en millions d'années, justement, les terrains, du coup. Donc c'est pas juste de l'ordre. Il faudrait qu'il y ait eu un déluge pendant des millions d'années, ça me semble compliqué. Un autre argument que j'avais lu, c'est avec l'effet de la gravité, peut-être que les animaux les plus lourds auraient été les premiers à couler. À couler, oui. Et donc on devrait retrouver des animaux au contraire plus lourds en premier, dans les couches les plus profondes, et les animaux plus légers dans les couches les plus hautes. Oui, c'est ce qu'on trouve à la limite d'ailleurs. Effectivement, il y a les premiers qui sédimentent, c'est les plus lourds, mais il faut bien... dans les archives fossiles, on devrait trouver dans les âges qu'on suppose être les plus anciens, du coup, des animaux plus lourds, voilà, dans les couches les plus anciennes, et on ne devrait pas trouver du coup d'animaux plus légers, façon de parler. Mais tout ça, ça se fait dans les millions d'années. Donc les animaux, en fait, le principe, c'est que par exemple... S'il y avait eu un déluge. S'il y avait eu un déluge. S'il y avait eu un déluge, on devrait trouver, je sais pas moi, du diplodocus dans les couches les plus anciennes, et puis du petit Archaeopteryx ou truc comme ça dans les couches les plus récentes. On ne devrait pas retrouver des animaux de tailles différentes dans une même couche. Parce que sous l'effet de la gravité, les plus gros auraient tendance à couler en premier. Oui, sauf que quand tu regardes entre ton Archaeopteryx, là, s'il coule, certes, il coulera plus tard que ton Diplodocus qui est très lourd, mais il va couler en quelques heures, quelques jours, max, et encore. Mais là, on parle de millions d'années pour les constructions de strates, donc c'est pas la même échelle. Moi, je toujours dans l'hypothèse où s'il y avait un déluge qui s'était produit d'un coup. On a retrouvé aussi des tissus mous de dinosaures, de tyrannosaures, si la mémoire est bonne, de Mary Tritzer qui a retrouvé cela. Et s'il y a des tissus mous de dinosaures qu'on peut retrouver, je ne sais plus si c'est de tyrannosaures ou de triceratops, je préfère ne pas m'avancer, mais en tout cas, je me souviens que c'est des tissus mous de dinosaures, sachant que les tissus mous se dégradent très très vite. Est-ce que ce n'est pas un bon argument contre l'idée des temps longs? Non, je vois pas trop en quoi. Parce que l'idée, c'est que si les tissus mous se dégradent très vite, forcément, si on a retrouvé des tissus mous de dinosaures, c'est qu'ils doivent dater de maximum quelques milliers d'années, et encore. Les tissus mous, ils se dégradent en quelques années max. Même pas, quelques mois, j'en sais rien. Il faut regarder dans les cimetières le temps de dégradation, mais ce serait un argument alors qui date d'il y a quelques jours, mais pas plus. Enfin,
Ça veut surtout dire que ces tissus argument mous ont été maximum une extraordinaires. dizaine d'années, je crois. Bah oui, ça veut dire qu'ils sont super bien conservés, comme les moustiques qu'on voit conserver dans l'ambre ou les petits insectes, etc. Mais là, on n'est plus, quand on parle de millions d'années, on n'est plus à quelques années près. Donc, ça ne me semble pas être un argument. Parce que c'est un argument qui a souvent été employé par les créationnistes, D'accord. justement pour remettre en cause l'idée qu'il y a des temps longs et que la Terre est très ancienne. Au contraire, la Terre serait relativement récente. Oui, enfin, Et même, pour preuve, même on aurait 4000 encore des tissus mous de dinosaures. Oui, même 4000 ans, tes tissus mous, ils ont été décomposés depuis longtemps. Donc, c'est soit quelques années, soit. Et à la limite, s'il y a des conditions physiques qui expliquent la conservation sur quelques milliers d'années, pourquoi pas Oui, plusieurs millions ça, là, d'années. ça ne change plus grand-chose. Hein, une fois que. Et donc justement, Marie Schweitzer, qui est à l'origine de cette découverte, Mhm. supposait que peut-être un taux plus élevé en fer pourrait expliquer une D'accord. excellente conservation des Mhm. tissus mous. Mhm. Et elle-même, d'ailleurs, n'est pas créationniste. Hein. C'est-à-dire Mhm. que, Mhm. elle est partisane de la théorie de l'évolution et explique que même si on a retrouvé des tissus mous de dinosaures, malgré tout, ça ne Mhm. signifie pas que les dinosaures sont morts hier, Mhm. ou il y a 6000 ans maximum. Mhm. On peut se demander aussi si on ne pourrait pas expliquer pourquoi la Terre et l'univers d'une manière générale ont l'air si vieux, et, parce que c'est souvent un argument qui est donné contre les partisans d'un créationnisme Terre jeune, donc Mhm, l'idée que la Terre aurait maximum 10 000 ans. Et souvent, il l'explique par l'hypothèse que Dieu aurait pu créer l'univers avec l'apparence de la vieillesse. Ah oui, il est Dieu, il peut tout faire. Hein. Ça lui, enfin, personnellement, je trouve que ça lui ressemble pas trop parce que je vois pas l'intérêt, mais il peut, enfin, évidemment ça. Mais la science va s'intéresser à ce qu'elle peut mesurer, à ce qu'elle peut observer et donc faire les hypothèses les plus probables, les plus cohérentes. C'est tout, hein, mais évidemment, Dieu peut tout faire. Hein. Malgré tout, je me demande s'il n'y a pas une difficulté dans cet argument, dans le sens où s'il a donné l'apparence de la vieillesse, ça veut dire que tous les processus physiques ont mu à une certaine vitesse. Or, le problème, c'est que la notion de vitesse, elle est relative. Il lui faut un référentiel. Si la vitesse de tout processus physique est multipliée par 2, ben dans ce cas, ça veut dire que de façon interne, il n'y a pas de référentiel qui permettrait de dire que ça a été multiplié par 2. Donc, en fait, tout a bougé à la même vitesse. Oui, tout a mu à la même vitesse. Oui. Le problème, c'est que la notion de Oui, vitesse... et puis pourquoi? Enfin, je ne vois pas pourquoi Dieu aurait fait les choses déjà vieilles. Enfin, ça paraît Oui, un peu ensuite étrange. se pose la question, Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu se serait amusé à faire en sorte que les étoiles paraissent... Quoique... Là, je trouve que ouais. c'est plus notre représentation de Oui. Dieu qui fait qu'on essaye de l'enfermer dans nos schémas de pensée pour faire correspondre à ce que nous, on voudrait. Mais il est Dieu. S'il est Dieu, il est bien au-dessus de tout ça. Il ne va peut-être pas s'amuser, entre guillemets, à faire quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Supposons maintenant que, on laisse de côté la question des datations et on s'intéresse plus au processus en lui-même d'évolution. Il y a certains arguments qui expliquent que l'évolution est ou bien impossible, sinon au moins improbable. Pour ce qui est de l'improbabilité, il y a ce fameux argument de Michael Behe, qu'on appelle l'argument de la complexité irréductible, selon lequel, quand on regarde certaines espèces animales, elles ont une organisation avec un certain schéma qu'on ne pourrait pas réduire à une forme plus élémentaire, parce que c'est le principe un peu de l'évolution, d'essayer d'expliquer des formes complexes par des formes plus simples, en expliquant qu'on peut passer de l'une à l'autre. Or, Michael Behe explique qu'il y a certaines organisations qui sont complexes, et on n'arrive pas à expliquer par des parties qui seraient plus élémentaires, parce que dans ce cas, elles perdraient complètement leur fonctionnalité. L'exemple qu'il donne, c'est celui du flagelle du bactérien, des bactéries, donc du flagelle bactérien. Mais il donne aussi l'exemple de la coagulation ou encore du système immunitaire. Dans chacun de ces cas, on ne voit pas comment une gradation serait possible. C'est ou bien on a ce système-là, ou bien on ne l'a pas. Et il n'y a pas de forme plus élémentaire qu'on puisse concevoir. Et donc, par conséquent, ce serait un argument contre l'idée de l'évolution. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a déjà le fait que tu parles d'une certaine gradation et de complexification. Donc là, on pourra peut-être y revenir dessus plus tard, mais quand on parle de complexification, c'est qu'on regarde les choses de notre point de vue. C'est très anthropomorphique de dire ça. Le fait de dire l'être humain, par exemple, est au-dessus de tout parce qu'il est le plus adapté à son milieu. On n'est pas obligé
de dire que l'être humain est au sommet. L'idée de complexification peut avoir une forme d'objectivité, ne serait-ce que par le nombre de fonctions supplémentaires qui sont ajoutées, ne serait-ce que par le nombre d'organes qui sont intégrés. Mais comment est-ce que... Oui, mais alors, qu'est-ce que tu prends comme facteur de complexification? Le nombre d'organes? Le nombre d'organes, les fonctions supplémentaires. Par exemple, un œil qui est capable de voir des couleurs par rapport à un œil qui n'est pas capable de voir des couleurs, on va supposer qu'il est plus complexe. Et ça reste objectif. On n'a pas besoin de faire une échelle de valeur. Simplement, en termes de quantité de fonctions ou en termes de quantité d'organes impliqués, on peut parler de complexification. Une bactérie est beaucoup plus simple qu'un être humain, ne serait-ce que parce qu'elle intègre beaucoup moins d'éléments, alors qu'un être humain a beaucoup plus d'éléments, et ensuite il a beaucoup plus de fonctions possibles qu'une bactérie. Donc on peut parler d'une complexification objective. Oui, il faut faire attention de ne pas glisser sur les valeurs, parce que la bactérie, certes... Non, je laisse de côté les valeurs. Voilà, je laisse de côté les valeurs. Parce que la bactérie, elle est hyper efficace pour ce qu'elle fait, elle est super adaptée, et elle se débrouille très bien comme ça, elle n'a pas besoin d'être un organisme pluricellulaire, ça va bien. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de cette histoire de complexification, parce que on peut vite tomber dans les valeurs ou dans l'anthropomorphisme. Mais effectivement, souvent, cet argument est utilisé de dire, regardez, l'œil, il est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer que juste par une mutation, il soit apparu. Donc il faut bien comprendre que l'œil, on le regarde maintenant, puis c'est l'exemple que tu as pris, on le regarde rétrospectivement. Enfin là, je l'ai pris, mais en fait, il est relativement abandonné par les Oui, voilà, bah oui, puisque c'est les exemples que donne Michael Bee, c'est donc celui du flagelle bactérien, celui de la coagulation et du système immunitaire. Mais j'aimerais quand même qu'on reparle de l'œil pour comprendre le premier stade. C'est-à-dire que le premier stade, les gens disent l'évolution, c'est bidon, vous n'avez pas un poisson qui nage dans l'eau et puis d'un coup il lui pousse des pattes et puis il sort, il est à l'air libre et puis voilà, c'est bidon. Et effectivement, ça ne tient pas la route si on raisonne à l'échelle de l'individu. Ça tient uniquement la route si on raisonne à l'échelle des populations et en termes de fréquence. C'est-à-dire que cette fameuse sortie des eaux là, dont tout le monde parle, qui s'est passée au Dévonien, il faut bien se rendre compte que ce qu'on retrouve dans le registre fossile notamment, c'est des êtres vivants qui étaient tout le temps hors de l'eau, dans l'eau, etc., qui faisaient des allers-retours. Voilà. Parmi toutes ces populations, certains étaient adaptés aux deux milieux, milieu flotte et milieu air libre. Et quand au Dévonien, il y a des phénomènes géologiques qui se passent et que les eaux se retirent, tous ceux qui sont adaptés aux deux survivent, tous les autres meurent. Et donc, il ne faut pas de petits. Et du coup, ce n'est pas d'un coup un individu qui sort. C'est en termes de population, on observe une variation de fréquence des allèles représentés. Et du coup, ce n'est pas simpliste et souvent les gens rejettent ça parce qu'ils trouvent que c'est simpliste. Donc, on raisonne à l'échelle des populations en termes de variation de fréquence. Et on raisonne aussi avec les temps longs qui font que c'est progressif. Notre fameux œil dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas qu'un œil qu'on retrouve. On retrouve une diversité d'yeux dans le monde animal, avec effectivement des yeux plus ou moins complexes. Donc il n'y a jamais un œil qui est apparu de nulle part. C'est une complexification, si on reprend ce que tu disais, progressive, qui peut expliquer ça. Mais son idée, c'est justement que certains systèmes sont... si on essaye de les réduire à des éléments élémentaires, on perd la fonction. Et ces éléments élémentaires n'auraient plus de rôle à jouer. Bon, un argument que j'ai souvent entendu contre cette idée-là, c'est l'argument de l'exaptation. L'exaptation, c'est-à-dire que certains organes avaient des fonctions élémentaires dans un premier schéma organisationnel et via une ou des mutations peuvent jouer un nouveau rôle dans un nouveau schéma plus général avec de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est pas parce qu'on a du mal à voir, nous, quel rôle pourrait jouer tel ou tel organe ou telle ou telle partie élémentaire d'un organisme si la fonction, à un moment donné, n'existait plus, que cet organe en question ne pourrait pas trouver une autre fonction, ou n'aurait pas eu une fonction élémentaire dans un autre schéma organisationnel. Ou alors, pas de fonction. Par exemple, la plume est apparue bien avant le vol. C'est vrai. Ça veut dire que certains êtres vivants avaient des plumes, et voilà, bon, ça faisait joli, ils n'ont pas fait exprès, ils sont nés comme ça, voilà. Et s'il n'y a pas de pression de sélection, la variation fait que certains l'auront, d'autres pas. Et si un jour, comme notre fameuse sortie des eaux, si d'un coup il y a un facteur qui change et qu'il y a une pression de sélection, et bien là, alors ça va être conservé. Mais il peut y avoir très bien des variations qui sont un peu ni avantageuses ni pas, quoi. Un autre argument, c'est le fait que ça paraît quand même extrêmement difficile d'imaginer quand on regarde notamment les êtres vivants élémentaires, on va appeler ça comme ça, les premières bactéries. Ça paraît
on a l'idée que c'est des organismes très simples et qu'on peut les avoir en un claquement de doigts, alors qu'en réalité, c'est quand même énormément de parties qui sont en interaction, ça réclame un mécanisme qui est extrêmement compliqué. Et ça paraît quand même improbable que, d'à partir de la matière inerte, soit apparu comme ça d'un coup des bactéries, ou qu'à partir d'organismes simples, on ait pu avoir des organismes plus complexes, sachant toute la complexification que cela implique. Et une analogie qui est souvent donnée, ce serait comme croire qu'un ouragan passé dans une décharge arriverait à partir de déchets à produire un Boeing 747. C'est une analogie qui est proposée par Frederick Hoyle, si ma mémoire est bonne, Hoyle en tout cas. Hoyle dit, voilà, c'est tellement, et d'ailleurs il est athée, c'est tellement difficile à obtenir que ça paraît incroyable cette histoire d'évolution, qu'on passe de quelque chose de très simple, parce que c'est pas un petit saut de quelques degrés, c'est un saut énorme entre la matière inerte et le vivant, ou entre certaines espèces et d'autres espèces plus complexes. Et puis il y a souvent l'argument de dire c'est comme si on prend des caractères d'imprimerie, on les jette et puis par hasard ça crée un texte. C'est exactement le même genre d'argument. De le dire. Alors là, on insiste plus davantage sur la notion de finalité. Peut-être qu'on insiste moins avec l'argument du Boeing 747, mais il y a effectivement cet argument avec les lettres d'imprimerie qu'on jette et ça donne un livre. Mais je pense que les gens ont en tête que les mutations, c'est négatif, c'est des erreurs de copie, du coup c'est forcément délétère, etc. Mais les mutations, on en voit partout, tout le temps, et ça a des impacts qui peuvent être aussi... c'est pas que, ça ne va pas que vers la dégradation, quoi. Il peut y avoir des mutations qui ont un impact, un gros impact. D'ailleurs, on voit par exemple avec les gènes architectes, les gènes homéotiques, tu as certains gènes qui commandent le plan d'organisation, où les membres vont apparaître, etc. Si tu as une mutation dans ces gènes-là, tu peux avoir un gros changement au niveau de l'être vivant. Typiquement, en laboratoire, ils ont pu avoir des mouches où quand tu changes le gène, quand tu changes ce gène homéotique, tu as des antennes qui poussent à la place des pattes ou inversement. Donc on voit qu'une toute petite mutation dans ce type de gène peut avoir un grand impact sur l'organisation, sans que ça bouleverse d'ailleurs la fonctionnalité du truc, simplement il est ailleurs. Et donc c'est un argument qui permet d'envisager les macro-évolutions sans problème, quoi. Souvent on dit que ce sont des arguments aussi d'incrédulité ou de manque d'imagination, c'est-à-dire que sachant le nombre de mutations qui ont lieu parce qu'il y a un nombre d'engendrements très important, et ça c'est d'autant plus vrai que les espèces se reproduisent vite. Typiquement, les bactéries vont plus vite pour se reproduire, donc évoluent plus vite que les humains qui ont une certaine vitesse d'engendrement. Étant donné le nombre de chances qu'il y a et le nombre de mutations qu'il y a, qu'il y en ait une ou deux dans le lot qui ait une grande implication, c'est pas si extraordinaire que cela finalement. Parce que les bactéries, il faut quand même voir qu'elles se reproduisent en, je sais pas moi, quelques minutes, je sais pas, 20 minutes. La preuve, quand vous laissez un aliment hors du frigo, les bactéries vont se développer dessus et très très vite, votre aliment sera dégueu parce qu'il est en train de se décomposer. Donc les bactéries ont un temps de reproduction tel que justement l'impact est tout à fait probable. La preuve, les virus aussi. Le virus de la grippe qui évolue très très vite, c'est fait qu'on ne peut pas avoir un vaccin qu'on conserve d'une année à l'autre. Les scientifiques font un vaccin contre la grippe différent chaque année parce qu'on sait comment ce foutu virus évolue et donc on peut anticiper et fabriquer le vaccin qui va correspondre. Et ce qui est important, c'est la quantité de mutations. Le nombre de mutations positives est finalement assez faible par rapport au nombre de mutations qui sont neutres ou qui sont négatives. Qui auront un impact positif. Qui auront un impact positif pour l'individu ou l'organisme biologique. D'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait considérer que c'est un argument contre un dieu qui serait hyper interventionniste et qui aurait absolument tout régi directement, parce que dans ce cas, on ne comprendrait pas pourquoi il y a des mutations négatives, pourquoi il y a des mutations neutres. En revanche, s'il y a quelques mutations positives, bon là, ça n'empêche pas l'idée que Dieu soit intervenu une fois de temps en temps. Mais bon, statistiquement, comme de toute façon c'est relativement faible, pourquoi ne pas l'expliquer naturellement? Oui, et puis même moi, ça me gêne un peu cet argument, mais là, ce n'est pas en tant que scientifique, c'est en tant que croyante. Ça me gêne cet argument, la microévolution, oui, mais pas la macroévolution, parce que Dieu intervient pour la macroévolution. Mais là, c'est presque une question théologique. Dieu...
Dieu intervient, il n'intervient pas moins parce qu'il y aurait de la macroévolution. Ça me rappelle un peu le Dieu bouche-trou, de se dire, tiens, il intervient à tel moment. Oui, il peut intervenir, mais je trouve ça classe et brillant de sa part d'avoir mis en place un mécanisme qui évolue. C'est plutôt brillantissime, plutôt que de faire un fixisme où les êtres vivants sont fixes et puis quand ils ne sont pas adaptés, ils meurent et puis c'est tout. Là, non, c'est génial. Quelles que soient les contraintes de l'environnement, la vie se développe. C'est quand même extraordinaire. Donc je trouve ça vachement intelligent d'avoir mis ça en place. Mais c'est une parenthèse. Un autre argument qui est utilisé contre l'idée des temps longs, c'est notamment le fait qu'on constate qu'il y a eu des apparitions d'espèces très rapprochées et très rapides, notamment durant l'explosion du pré-cambrien, du Cambrien, l'explosion cambrienne. On voit soudainement l'apparition de nombreuses espèces en un laps de temps qui est relativement court, alors que la théorie de l'évolution nous dit qu'il faut un temps long. Bah, il y a effectivement 5 crises biologiques qui ont été datées suite à l'étude du registre fossile. Et ce qu'on appelle peut-être la 6e crise biologique, avec des grands guillemets qu'on est peut-être en train de vivre actuellement. Et lors de ces crises biologiques, effectivement, il y a des grandes... soit il y a beaucoup d'apparitions, soit beaucoup de disparitions. Alors, je trouve le plus simple à comprendre, c'est la fameuse crise qui a provoqué l'extinction des dinosaures, parce que c'est assez marquant dans l'imaginaire, la crise crétacé-tertiaire. Avant, il y avait des dinosaures. Avant, il n'y en a plus. Il y a plein de mammifères. Mais pour expliquer cette crise, il y a 2 hypothèses majeures. C'est une météorite géante qui serait crachée à Chicxulub et qui aurait fait des grands nuages de poussière qui obscurcissent l'atmosphère. L'autre hypothèse, c'est les trappes du Décan. C'est un ensemble de chaînes volcaniques absolument énormes qui font qu'il y a tellement de volcans que, pareil, il y a pas mal de poussière qui va dans l'atmosphère. Et globalement, au niveau mondial, l'atmosphère devient beaucoup plus sombre. Et donc, les végétaux peuvent moins se développer par photosynthèse. Donc, il y a moins de végétaux, donc il y a moins à manger. Donc, les dinosaures meurent de faim. Les gros dinos qui ont besoin de beaucoup à manger. Et les petits mammifères qui n'ont pas besoin de grand-chose parce qu'ils sont tout petits, et voilà, ils arrivent mieux. Enfin, ils arrivent mieux à s'adapter. Ils ont de quoi manger, ils ne meurent pas. Et du coup, ces mammifères qui étaient déjà là, mais en quantité plus faible, on va dire, vont pouvoir se développer. Et donc, leur fréquence va augmenter dans il y a un espace écologique qui leur est ouvert voilà, ouais, par la disparition. Voilà. Et du coup, on peut tout à fait avoir des phénomènes climatiques, géologiques, etc., qui expliquent que d'un coup, ils ont le champ libre et ils peuvent se développer. Donc tout à fait, il y a des crises biologiques, mais ce n'est absolument pas en contradiction avec le principe de la théorie de l'évolution. Alors, ce serait intéressant, j'imagine qu'il faut quand même du temps, mais ce serait intéressant d'imaginer une île sur laquelle on essaye de l'isoler écologiquement. On élimine toutes les espèces animales au-dessus d'une certaine taille, et puis on attend de voir ce que ça donne, et on pourrait peut-être avoir des espèces différentes de ce qu'on trouve par ailleurs, à moins de supposer que l'évolution conserve toujours à peu près les mêmes schémas, ou en tout cas il y a des analogies, parce que le milieu reste à peu près identique. Est-ce que forcément on aurait quelque chose de différent? Les milieux changent quand même beaucoup au niveau, sur des millions d'années et au niveau mondial, il y a pas mal de changements qui peuvent expliquer justement ces variations. Un dernier argument scientifique contre la théorie de l'évolution, c'est le fameux argument de la 2e loi de la thermodynamique, selon lequel l'entropie d'un système isolé tend à augmenter avec le temps, c'est-à-dire atteindre un équilibre. C'est du chinois pour ceux qui ne se sont jamais penchés sur cette question, mais globalement, pour la faire très simple, quand on met de l'eau chaude dans un bain froid, au début, l'eau chaude est surtout concentrée en un milieu et l'eau froide dans un autre milieu. Tous ceux qui ont fait un bain pour les enfants et quand les enfants se plaignent que l'eau soit froide savent que quand on allume l'eau chaude, au début, l'eau chaude se concentre dans un certain endroit, là où on a mis l'eau chaude. Et très rapidement, la température va tendre à s'homogénéiser partout dans toute la baignoire. Et on ne peut pas retrouver ensuite, reséparer l'eau chaude et l'eau froide. L'entropie a augmenté. L'entropie a augmenté. Vous le voyez très bien, moi qui suis mère de famille, vous laissez une maison, vous laissez 3 enfants dedans, très vite il y a un taux de bordel. Et l'entropie, ça mesure le taux de bordel dans l'univers. Et on voit qu'effectivement, le bordel a tendance à augmenter et qu'il faut un sacré paquet d'énergie pour restreindre cette entropie. Et effectivement, du coup... Alors, je ne sais pas comment tu prends ton analogie, mais j'aurais tendance à raisonner à l'inverse. C'est-à-dire que là, du coup,
on part d'un état de déséquilibre Mhm. où les choses sont, on va dire, complexes, différentes, Mhm. voilà, et on va atteindre de plus en plus une forme d'homogénéité. D'où l'idée que si on extrapole ce raisonnement à l'univers tout entier, ben, un jour ou l'autre, l'univers sera statique, sera froid, et il n'y aura plus d'étoiles, il y aura plus, on va atteindre une certaine forme de mort de l'univers. Et donc l'idée, c'est que si d'une manière générale, c'est comme ça Tout que... tend à ce... Ouais. Voilà, eh ben, l'évolution, c'est le contraire. L'évolution, c'est l'idée que, ben, justement, au contraire, il y a une complexification progressive, il y a de la vie, on est loin de voir une forme de mort de ce qui aurait été là en premier, mais au contraire, une forme d'explosion du vivant, une forme de... Et l'évolution, ça semble contredire cette deuxième loi de la thermodynamique. Alors, je ne suis pas une pro de la deuxième loi de la thermodynamique, parce que je suis plus biologiste que physicienne, on va dire, évidemment. Mais globalement, il me semble que la définition d'un être vivant, c'est justement qu'il lutte contre l'entropie. C'est que c'est justement un système fermé qui lutte pour la préservation de ce qu'il est. Oui, mais justement, on devrait avoir un essoufflement de la vie, façon de parler, très vulgairement parlant. On devrait avoir un essoufflement de la vie, plutôt qu'au contraire, une explosion de la vie. C'est ça qui paraît un peu contre-intuitif. Après, ce qu'on oublie, et ce qui peut répondre au problème, c'est que l'entropie, c'est dans un système isolé qu'elle augmente. Or, le vivant, ah oui, les êtres vivants, ce n'est pas des systèmes isolés. Le vivant est un système qui est local et qui est en interaction avec un environnement. Et si à l'échelle de tout l'univers tout entier, sur plusieurs millions, milliards d'années, l'entropie augmente, rien n'empêche qu'à un endroit précis, l'entropie puisse diminuer ou qu'on puisse avoir une complexification ou quelque chose. Parce qu'à l'échelle locale, ce n'est pas la loi de l'entropie qui vaut, c'est la loi de l'entropie vaut à l'échelle globale, pour un système qui est fermé. Dans un système qui est ouvert, bon, ça peut... On arrête avec les arguments qui sont d'ordre purement scientifique et on va aborder maintenant les arguments qui sont plutôt d'ordre méthodologique. Est-ce que la théorie de l'évolution est scientifiquement fiable, mais d'un point de vue maintenant, cette fois-ci, purement méthodologique. On ferait peut-être une petite pause avant et puis ensuite on attaque ces arguments-là, si tu veux bien. Ouais, pas de problème.